Le téléphone était encore chaud dans ma main quand j'ai franchi à nouveau ces lourdes portes en chêne. 63 ans, et je venais de le faire. J'avais signé les derniers papiers cet après-midi-là chez le notaire, rue de la République à Lyon. 31 ans à bâtir, Transport Mercier Logistique. Une flotte de camions frigorifiques sillonnant toute la vallée du Rhône, de l'Isère jusqu'à la Méditerranée. Et maintenant, tout cela appartenait à quelqu'un d'autre. 4,5 millions d'euros après impôts et taxes. Déposés sur un compte à mon nom. Mon conseiller financier appelait ça une somme qui change une vie, moi j'appelais ça 31 ans de mal de dos, de Noël manqué et d'odeur de gazole. Mon fils avait suggéré le restaurant L'Écrin, sur les quais de Saône, le genre d'endroit où les menus n'affichent pas de prix et où le sommelier se présente par son prénom. J'étais passé devant 100 fois sans jamais y entrer. Mon fils disait que c'était le lieu idéal pour fêter ça, il avait lui-même réservé la table. J'aurais dû être heureux, je l'étais, du moins c'est ce que je pensais. Le maître d'hôtel m'a conduit à une table près de la fenêtre où mon fils, Marc, était déjà installé avec sa femme, Émilie. Ils se sont levés en m'apercevant. Marc, grand, avec les mêmes yeux sombres que sa mère, m'a serré dans ses bras comme il le faisait quand il était petit, avant que les années ne creusent une distance entre nous. Sa femme a souri en disant que j'avais une mine superbe, je lui ai répondu qu'elle était bien trop aimable. Nous avons commandé de l'eau gazeuse et une bouteille de côte rôtie, un vin prestigieux que Marc disait avoir choisi spécialement pour l'occasion. C'était un mercredi soir de la mi-octobre, et la salle avait ce calme feutré propre au restaurant de luxe, comme si tout le monde s'était mis d'accord pour baisser la voix et se tenir bien droit. Mon fils a levé son verre. Presque aussitôt, à papa, a-t-il dit, à ce que tu as bâti. Sa femme a répété en écho, à ce que tu as bâti. J'ai bu, le vin était excellent, et je le lui ai dit. Nous avons d'abord parlé de choses banales, de la route depuis Mâcon, des éternels travaux sur la 6 qui ne semblaient jamais finir. Marc m'a interrogé sur la période de transition, j'avais accepté de rester consultant pour les nouveaux propriétaires pendant 90 jours afin de faciliter le transfert des gros comptes, un arrangement standard. Il a posé des questions qui m'ont surpris, des détails précis sur la structure des actifs et si certains baux de matériel étaient transférés avec la vente ou s'ils expiraient. J'ai répondu, sans trop y réfléchir sur le moment. Quand sa femme s'est éclipsée aux toilettes, Marc s'est penché en avant. Papa, as-tu réfléchi à la suite? Pas seulement au placement, je veux dire à toute l'organisation. Qui détiendra le mandat de protection future? Qui sera l'exécuteur testamentaire? Je l'ai regardé, étonné. Ton nom est sur tous les papiers, Marc, comme c'est le cas depuis le décès de ta mère. Il a hoché la tête lentement, comme si je confirmais une évidence. D'accord. Et tu es serein avec ça? Parce qu'il existe des structures, des holdings familiales, ce genre de choses, qui pourraient te protéger des frais de succession et simplifier énormément le patrimoine. Je lui ai dit que j'en parlerais à mon notaire. Il a ajouté qu'il avait déjà contacté quelqu'un, un gestionnaire de patrimoine avec qui il travaillait, et que nous pourrions peut-être le rencontrer ensemble dans les semaines à venir. J'ai répondu, bien sûr, pourquoi pas. Sa femme est revenue. Et la conversation a glissé vers le calendrier des entraînements de foot de mes petits-fils. Nous en étions à la moitié du plat principal, j'avais commandé un humble chevalier car cela me semblait approprié pour la finesse de l'instant. Quand mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste, c'était un message de mon conseiller financier confirmant le virement de la dernière tranche. Je me suis excusé et je me suis dirigé vers l'avant du restaurant, près du vestiaire, pour lire le message correctement et envoyer une réponse rapide. J'étais là, plissant les yeux sur l'écran, quand j'ai senti quelqu'un s'arrêter à mes côtés. J'ai levé les yeux, c'était l'un des jeunes serveurs,
la vingtaine, impeccable dents. Sa chemise blanche et son tablier noir, avec ce visage sérieux qu'il essaie. Devinez qu'il prenait son travail plus à cœur que la plupart des jeunes de son âge. Il a gardé la voix basse, sans me regarder directement. Je suis désolé de vous aborder ainsi, monsieur. Je ne veux pas faire de scène et je me trompe. Peut-être complètement. Il a marqué une pause. Mais je remplissais les verres d'eau il y a quelques minutes et j'ai vu le monsieur à votre table, je pense que c'est votre fils. Je l'ai vu sortir quelque chose de la poche de sa veste et le mettre dans votre verre de vin. Je ne sais pas ce que c'était, je pensais juste que vous deviez le savoir avant de vous rasseoir. Je suis resté immobile un instant. L'employé du vestiaire pliait une écharpe à côté en faisant semblant de ne rien entendre. J'ai regardé le jeune serveur, son badge indiquait Théo. Je lui ai demandé de décrire exactement ce qu'il avait vu. Il l'a fait, avec calme et précision. Il a dit que cela s'était passé très vite. Peut-être 4 secondes, pendant qu'il avait le dos tourné pour poser la carafe d'eau. Il a précisé que cela ressemblait à un petit papier plié ou une sorte de capsule. Il a ajouté qu'il avait failli ne rien dire, mais qu'il pensait à son propre père. Je l'ai remercié et je lui ai dit de poursuivre sa soirée normalement. Je suis resté au vestiaire 30 secondes de plus pour respirer, puis je suis retourné à la table. Marc coupait son entrecôte, sa femme parlait d'un projet de rénovation de cuisine pour le printemps. Je me suis rassis. J'ai pris mon verre de vin, j'ai dit que j'avais besoin de me déplacer un peu pour admirer la vue depuis son côté de la table, faisant un commentaire sur les lumières du palais de justice de l'autre côté de la Saône. Et dans ce mouvement, avec naturel, j'ai posé mon verre près de son assiette et j'ai récupéré celui qui était devant lui. Aucun d'eux n'a remarqué, ou s'ils l'ont fait, ils n'ont rien dit. J'ai regardé Marc tendre la main vers son versant. Le quitter des yeux et prendre une longue gorgée. Environ 20 minutes plus tard, sa femme lui a demandé s'il se sentait bien. Son visage était devenu livide. Il a dit qu'il se sentait bizarre, comme si la pièce tanguait. Elle a demandé si c'était le vin, il a répondu qu'il ne pensait pas. Il a posé sa main à plat sur la table comme pour se stabiliser. En moins de 5 minutes, il ne tenait plus assis. Sa femme, terrifiée, a appelé à l'aide. Le directeur est arrivé, puis Théo était là, et quelqu'un a appelé le SAMU. Marc a été allongé sur le sol, il essayait de me dire quelque chose, mais les mots s'en mêlaient. Sa femme pleurait. Je me suis agenouillé à ses côtés, j'ai regardé son visage, le visage de mon fils, le même que j'avais regardé dormir dans son berceau dans notre maison de Mâcon 37 ans plus tôt. Et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots. Ni de la colère, ni du triomphe, mais quelque chose de bien plus vieux et de bien plus terrible que cela. Je lui ai dit que l'ambulance arrivait, je lui ai dit de respirer. Les secours sont arrivés en moins de 9 minutes, efficaces et bienveillants. Avant de l'emmener, l'un des médecins s'est tourné vers sa femme pour savoir s'il avait pris quelque chose, une substance ou un médicament non prescrit. Elle a répondu que non, rien du tout, juste du vin au dîner. Le médecin m'a regardé, j'ai dit la même chose, puis j'ai ajouté, vous devriez tester son sang pour toute substance inhabituelle. Le médecin m'a fixé un instant de trop, puis a hoché la tête. Sa femme est montée dans l'ambulance, je l'ai suivie en taxi. L'hôpital était l'hôpital Édouard Herriot. Je suis resté dans la salle d'attente pendant 2 heures avec un gobelet de café insipide qu'une assistante sociale m'avait mis entre les mains. Elle est restée un moment avec moi pour me demander si j'avais quelqu'un à appeler, j'ai répondu que non. Pas ce soir. Ce que je n'ai pas dit à voix haute, ce qui m'habitait depuis que Théo m'avait arrêté au vestiaire, c'était que je soupçonnais que quelque chose
N'allait pas depuis presque 3 mois. Ça avait commencé par des petits détails. Marc appelait plus souvent, s'informait sur le processus de vente. Posait des questions qu'un fils aimant poserait, mais aussi des questions qu'une partie très intéressée poserait. Puis il y a eu cette conversation que j'ai surprise par accident quand je l'ai appelé un soir et qu'il n'avait pas réalisé que la communication était établie. Sa voix et une autre que je ne connaissais pas parlait de délai, de patrimoine, de « quand le vieux signerait ». J'avais raccroché discrètement. J'étais resté longtemps assis dans ma cuisine à Mâcon. Je ne l'ai pas confronté. J'ai appelé mon notaire le lendemain matin et nous avons discrètement commencé à restructurer mes affaires. Le mandat de protection futur a été révisé, les documents de succession modifiés. Tout ce qui portait le nom de Marc était désormais encadré par une structure fiduciaire gérée par un cabinet d'avocats à Paris. Marc n'en savait rien. La vente de l'entreprise s'est poursuivie normalement, je me suis comporté normalement. J'ai dîné avec lui et sa femme 3 semaines avant cette soirée au restaurant, j'ai ri assez. Plaisanterie, j'ai aidé à débarrasser la table après le repas. Et chaque jour, j'espérais me tromper, avoir mal entendu l'appel, me dire que ces questions n'étaient que celles d'un fils inquiet. L'analyse de sang a confirmé ce que Théo avait vu. La substance était une dose massive d'un sédatif puissant qui, chez un homme de mon âge souffrant d'une légère hypertension, aurait provoqué ce qui ressemblait à un arrêt cardiaque. C'est ce que le toxicologue a dit à la police. Cela ne m'aurait peut-être pas tué, mais cela aurait très bien pu. Marc a été inculpé. L'autre voix au téléphone s'est avérée être celle d'un conseiller véreux qu'il avait engagé, un homme déjà impliqué dans des affaires similaires, mais jamais condamné. Le plan, d'après ce que j'ai compris plus tard par les enquêteurs, était de me rendre incapable, pour que Marc puisse agir en mon nom. Tant que j'étais hors d'état et transférer une partie importante du produit de la vente vers des comptes qu'il contrôlait avant que je ne m'en remette ou que quiconque ne s'en aperçoive. Propre, silencieux, presque invisible. Sa femme, et je le crois sincèrement parce que je la connais et que l'enquête l'a confirmé, n'était au courant de rien. Elle avait épousé mon fils de bonne foi. Ce qu'elle a dû traverser après cela est sa propre histoire, pas la mienne. Marc a été libéré sous caution en attendant son procès. Son avocat dit que les charges pourraient être réduites, le mien dit que c'est peu probable vu les preuves médico-légales. Quoi qu'il en soit, je serai dans une salle d'audience l'année prochaine face à mon fils, et je ne sais pas encore ce que je ressentirai. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas détruit. Je veux être clair là-dessus, car les gens s'attendent à ce qu'on soit anéanti par une telle chose. Et quand on ne l'est pas, ils pensent qu'on est dans le déni ou qu'on n'a pas encore réalisé. J'ai réalisé. Je réalise chaque matin quand je me réveille dans ma maison de Mâcon, que je prépare mon café en écoutant France Inter et que je vais nourrir le chien de ma voisine quand elle travaille de nuit. J'ai 63 ans. J'ai enterré ma femme et j'ai transformé un unique camion frigorifique en une flotte de 47 véhicules, et je connais la différence entre être brisé et être changé. Je suis changé. Marc reste mon fils, c'est un fait qu'on ne peut pas effacer. Je ne sais pas s'il m'expliquera un jour ce qui s'est passé en lui. Quel besoin, quelle peur ou quelle cupidité s'est accumulé jusqu'à devenir un plan, jusqu'à devenir une capsule dans une poche de veste à une table de restaurant. J'ai revu chaque année de son enfance, cherchant le moment que j'aurais manqué, ce que je ne lui ai pas donné ou ce que je lui ai trop donné. Je ne trouve rien. Peut-être que ce n'est pas là. Peut-être que certaines blessures arrivent aux gens sans que leur père en soit la cause et sans qu'ils puissent les réparer. Je ne suis pas allé le voir, je lui ai écrit une seule lettre. Je lui ai dit que je l'aimais parce que c'est vrai. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait était un choix qu'il avait pris et dont il devrait répondre. Je lui ai dit que j'espérais qu'un jour, de l'autre côté de ce qui l'attend,
il y aura peut-être quelque chose à reconstruire. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense que c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais écrite. Ce que je n'attendais pas, et je veux le dire lentement car je pèse chaque mot, c'était Théo. Environ une semaine après cette soirée, une fois que les choses s'étaient assez calmées pour que je puisse réfléchir clairement, j'ai appelé l'écrin et j'ai demandé à parler à la directrice. J'ai expliqué qui j'étais, j'ai dit que je voulais comprendre ce qui s'était passé de leur point de vue, et j'ai posé des questions sur le jeune serveur. La directrice a été très franche, elle a dit que Théo avait rédigé un rapport d'incident complet. Immédiatement après le départ de l'ambulance, comme l'exigeait le règlement. Elle a ajouté qu'il était l'un de leurs employés les plus consciencieux. J'ai demandé si je pouvais lui transmettre une lettre et une enveloppe à son attention, elle a promis de s'en charger. Je ne veux pas dire ce qu'il y avait dans l'enveloppe car cela reste entre Théo et moi, mais je dirais ceci, il avait pris un risque ce soir-là. Il aurait pu se dire que ce n'était pas assez oignon. Il aurait pu remplir les verres d'eau et continuer son service, laissant les choses suivre leur cours. Il avait 23 ans et il s'est arrêté pour parler à un inconnu parce qu'il pensait que c'était la chose juste à faire. J'ai écrit dans la lettre que son instinct était le bon, que de bons instincts chez les jeunes sont plus rares qu'on ne leur dit, et que j'espérais qu'il s'en sortirait bien dans ce monde. Il m'a répondu par une petite note. D'une écriture soignée sur du papier ordinaire. Il disait venir d'une famille où veiller sur les autres était tout simplement naturel, que son père lui avait appris cela. Il disait être soulagé que j'aille bien. J'ai cette note sur la porte de mon réfrigérateur à Mâcon, à côté d'une photo de ma femme prise en 1987. Et d'un prospectus de pizzeria que j'oublie toujours de jeter. Je ne sais pas ce que je vais bâtir maintenant. L'entreprise n'est plus là, la bataille continue. Devant les tribunaux, et le visage de mon fils de l'autre côté d'une table d'avocat est une chose que j'apprends à porter. Mais j'ai 63 ans. Pas 83. J'ai encore la santé, ma maison, et le chien de la voisine les mardis matins. J'ai encore ce petit quelque chose qui pousse une personne à se lever et à essayer encore, et j'ai appris plus clairement que je ne l'aurais voulu que cela ne vient pas toujours des gens qu'on a élevés. Parfois, cela vient d'un jeune homme de 23 ans en chemise blanche et tablier noir qui pensait juste que vous deviez savoir. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, assis dans cette maison avec la radio allumée et personne pour me demander quoi que ce soit. C'est le cadeau étrange de toute cette histoire. Le calme. Ce sur quoi je reviens sans cesse, ce n'est pas la trahison elle-même. C'est le temps que j'ai passé à ignorer ce sentiment que quelque chose clochait. Il y avait des signes. Cet appel surpris, les questions incessantes de Marc sur la succession, sur les délais, sur ce qui se passerait après. Je me disais que j'extrapolais, qu'un fils s'intéressant aux finances de son père était simplement responsable, simplement attentionné. Je voulais que ce soit vrai. Alors je l'ai rendu vrai dans ma tête plus longtemps que je n'aurais dû. C'est la première chose que je dirais à quiconque se trouve dans une situation similaire, l'instinct que quelque chose ne va pas est presque toujours correct. Pas parce que les gens sont foncièrement mauvais, mais parce que le corps sait. Avant que l'esprit ne l'admette. Je savais, je ne voulais juste pas payer le prix de savoir. Il existe une version de l'histoire où je ne restructure pas mais bien discrètement, où je n'appelle pas mon notaire ce matin-là, où je fais une confiance aveuglée où je retourne à cette table de restaurant pour boire dans mon propre verre. J'ai beaucoup pensé à cette version-là, elle finit différemment. Les conséquences de ce que Marc avait prévu n'étaient pas abstraites, elles étaient médicales, juridiques et presque définitives. Les choix que j'ai faits dans les semaines précédant ce dîner n'étaient ni brillants, ni stratégiques, c'étaient juste les choix d'un homme qui, quelque part sous le désir que tout aille bien, restait attentif. Et puis il y a eu Théo. Je ne pense pas que Théo soit extraordinaire au sens habituel du terme. Il n'a rien fait
d'héroïque au sens dramatique. Il a vu quelque chose qui le dérangeait et il a décidé d'en parler à un étranger, sachant pertinemment que cela pourrait le mettre dans l'embarras, qu'il pourrait se tromper ou que cela pourrait lui coûter sa place. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'intégrité à petite échelle, dans un moment de silence où personne ne lui en aurait voulu de se taire. D'après mon expérience, c'est en fait la forme la plus difficile. Les grands gestes sont faciles comparés aux petits actes que personne n'applaudira. Jamais. Ce que je veux garder de tout cela, et je dis bien garder, pas seulement dire, c'est que la qualité de votre vie est façonnée presque entièrement par la qualité de votre attention. Pas votre succès, pas votre réputation, pas ce que vous avez accumulé, mais votre attention. Ce que vous remarquez, ce que vous acceptez de voir même quand c'est douloureux, ce que vous faites de ce que vous avez remarqué même quand agir coûte cher, est inconfortable et ne garantit aucun résultat. Marc a fait ses choix, il en répondra. Je ne passe pas beaucoup de temps à être en colère, ce qui surprend les gens. La colère m'obligerait à croire qu'il est quelqu'un d'autre que mon fils, or il l'est. C'est mon fils qui a fait des choix que je ne comprends pas, que je ne peux pas encore pardonner, qu'il ne pourra peut-être jamais expliquer totalement. C'est une chose complexe à porter, mais je la porte quand même car l'abandonner ne me semble pas être une option. Ce que je sais, à 63 ans, après avoir bâti quelque chose de réel et perdu quelque chose de réel la même année, c'est que les personnes qui comptent le plus ne sont pas toujours celles qui vous sont les plus proches. Parfois, c'est un serveur de 23 ans nommé Théo, avec une écriture soignée et un père qui lui a bien appris les choses. On ne choisit pas où l'intégrité se manifeste, il faut juste être assez attentif pour la reconnaître quand elle se présente.